Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Je sais qu'il y a des privilégiés qui sont ici et d'autres qui bénéficient de la retransmission de cette conférence inaugurale liée à l'exposition du procès Barbie. Je suis très honorée de présider cette conférence inaugurale et je tiens à remercier d'emblée l'ensemble de l'équipe du Mémorial de la Shoah de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné l'occasion de réaliser cette exposition. C'est pour moi un moment à titre personnel extrêmement émouvant. Nous voilà 30 ans après le procès et je vois dans la salle, et je sais j'ai retrouvé des acteurs de ce procès, des témoins, des descendants de ceux qui ont participé à ce procès. Et je suis d'autant plus émue à ce titre. Nous avons la chance ce soir d'avoir 3 des acteurs principaux du procès Barbie. Je regrette l'absence de M. André Serdini, le président de la cour d'assises, qui ce matin est venu, mais qui s'est senti trop fatigué pour assister ce soir à cette conférence. Je vais donner la parole à Serge Klarsfeld, à Jean-Olivier Viou et à Maître Alain Jakubowicz. Puis ensuite, je vous donnerai la parole si vous avez des questions. Serge Klarsfeld, 30 ans après le procès Barbie, le souvenir est intact, je crois, dans les mémoires. Il n'empêche que je voudrais revenir sur une phrase que vous avez déclarée au moment du procès, en disant que voir Klaus Barbie entrer dans le box des accusés le 11 mai 1987 menotté est un rayon de justice. Je pense que c'est parce que c'était pour vous l'aboutissement de 16 ans de traque. Oui, pour Béate et moi, c'était l'aboutissement, mais quand on dit aboutissement, on pourrait croire qu'il y a une finalité qui est telle que normalement il aurait dû aboutir devant ses juges. Or, pas du tout. Je veux dire, quand on a commencé cette affaire, parce que Klaus Barbie avait reçu un non-lieu en sa faveur de la part du parquet de Munich, c'était un criminel fantôme. Donc, nous avons protesté contre la décision. La décision était telle que un procureur, demi-juif d'ailleurs, par son père, un procureur allemand, avait décidé que subjectivement, on ne pouvait pas prouver que subjectivement, Klaus Barbie savait que le sort des enfants qu'il arrêtait et qu'il envoyait en déportation serait un sort mauvais pour les enfants. Alors, avec un tel raisonnement, toute notre action qui tendait à obtenir le jugement des principaux criminels allemands qui avaient organisé la déportation des Juifs allait se heurter à un obstacle difficile à franchir. Donc il nous fallait prouver que subjectivement, Klaus Barbie savait que le sort des enfants à Auschwitz serait mauvais pour eux. C'était un combat qu'on a mené, qu'on a pu réussir grâce à la LICRA, la LICA de l'époque, grâce à Pierre Bloch qui nous a soutenus. Et puis un Allemand qui vivait au Pérou, pas en Bolivie. On n'a pas retrouvé Klaus Barbie en Bolivie, on l'a retrouvé au Pérou où il vivait depuis quelques semaines. Et un Allemand qui n'était pas juif et qui habitait là-bas a dit, voilà, est entré en relation avec le procureur général de Munich pour entrer en relation avec nous et nous a dit
que voilà, il y a un Allemand qui habite à côté de chez moi, qui vient de Bolivie, et il parle comme un criminel nazi. Moi, je travaille avec un magnat de la presse bolivienne. Je lui en ai fait part. Je fais une enquête là-dessus, et il nous a donné finalement, en décembre 71, il nous a donné le nom de Klaus Altmann et l'adresse de Klaus Altmann. Et l'enquête que lui faisait en Bolivie et nous, au Pérou, et nous en Allemagne, avec l'aide du procureur général de Munich, ces enquêtes ont montré que la famille Barbie et la famille Altmann ne faisaient qu'un. Ils avaient changé le nom, mais ils n'avaient pas changé les prénoms, ils n'avaient pas changé les dates de naissance. Et donc, c'était la même famille. Et les photos que nous avions de Barbie en 71, enfin en 42, et de Altmann en 71, bah, coïncidaient, et la photo de son épouse coïncidait également. Donc il n'y avait plus de doute. Beate est partie en Bolivie, au Pérou, mais Klaus Barbie, sachant qu'elle était dans l'avion et qu'elle allait arriver avec les preuves de son identité, est partie du Pérou en Bolivie, et en Bolivie, Beate l'a suivi et toutes les péripéties ont suivi. Mais ça veut dire qu'il était en Bolivie protégé par la dictature du colonel Banzer. Il avait eu toute une équipe à sa disposition. Il était tout puissant là-bas. Et que le résultat final aurait pu très bien être Barbie recevant de la presse internationale. Même Ladislas de Hoyos a dû payer Barbie pour pouvoir faire cette interview. Il a payé un intermédiaire, et Barbie a parlé, mais il a parlé contre espèce. Et si on n'avait pas abouti, Klaus Barbie serait devenu une vedette de la télévision internationale. Tout le monde serait venu l'interviewer dans un café ou chez lui, en le payant. Et nous, on aurait été vaincus par... il y avait un vainqueur, un vaincu. Il ne pouvait pas y avoir autre chose. Bon, on préfère que ce soit Barbie plutôt que nous. Alors, donc, un rayon de soleil pour tout le monde, mais nous y compris, parce qu'on aurait été responsables. C'est nous qui avons révélé que Barbie existait, donc existait sous le nom de Altmann, etc. Donc, nous aurions été les premiers malheureux d'avoir déclenché une affaire qui se serait terminée, disons, d'une façon déplaisante pour les victimes de Klaus Barbie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode rocambolesque de la tentative d'enlèvement que vous essayez de monter avec Régis Debray et Gustavo Sanchez? Parce que c'est un des épisodes les plus extraordinaires de cette longue traque. Oui, ça rappelle un peu Tintin en Amérique du Sud, mais comment dire... Régis Debray est entré en relation avec nous. Régis Debray avait été condamné à mort en Bolivie pour avoir été un compagnon de Che Guevara. Le général de Gaulle l'a sauvé parce qu'il sortait de Normal Sup. Et Régis Debray considérait que Klaus Barbie, c'était la suite de l'oppression nazie en Europe. Des nazis étaient en Amérique du Sud et participaient dans une dictature. Il ne faut pas oublier que Klaus Barbie ramassait des fonds pour le futur dictateur, le colonel Banzer. Klaus Barbie avait joué le rôle de collecteur de fonds. Et dans un pays comme la Bolivie, les oppresseurs, on peut dire entre guillemets, c'était les industriels allemands qui étaient tout puissants en Bolivie à l'époque, et les commerçants juifs. Et les commerçants juifs et les industriels allemands payaient leur écho à
pour un putsch qui allait placer à la tête de la Bolivie un homme qui serait favorable à leurs privilèges. Vous voyez, donc les obstacles ne sont pas des obstacles tellement faciles à surmonter. Alors Régis Debray, pour nous, nous avions notre cause à défendre, et donc on a concocté un plan. L'épouse de Régis Debray était sud-américaine, elle avait un réseau d'amis là-bas, et un de ses amis était l'ancien préfet de Cochabamba qui s'appelait Gustavo Sanchez Salazar, et nous avons fait venir Gustavo Sanchez Salazar à Paris avec l'aide du groupe des jeunes de la LICRA. Voilà. Ben oui, ils sont cotisés parce qu'on n'avait pas d'argent, il fallait payer le billet. Et puis ensuite, on a, avec lui, préparé un plan qui était simple, comme Barbie allait de La Paz à Cochabamba où il avait une scierie. Eh bien, les militaires boliviens de l'opposition, des jeunes militaires boliviens de l'opposition, se saisiraient de lui et pourraient l'emmener au Chili, où à l'époque il y avait le régime du président Allende. Et du Chili, on le ferait venir en France, où il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Alors, ils avaient besoin de 5000 $ pour acheter une voiture. Et là aussi, voilà, notre groupe de jeunes de la LICRA, c'était les Hadjenberg, il y avait Beat, il y avait Hadjenberg, il y avait comment dire, pardon ? 72. Oh, c'était 72, le groupe des jeunes de la LICRA. Bon, il y avait un certain nombre de jeunes, voilà. Il y avait les Lanchner, voilà, les Lanchner et les Hadjenberg. On a réussi à avoir les 5000 $. Je suis parti avec un vrai faux passeport, oui, que qui vous avez dans l'expo, avec un vrai faux passeport. J'avais remarqué que un de mes amis avait un passeport, je lui ai demandé de regarder son passeport, et le cachet et la photo coïncidaient presque entièrement. Donc, un de mes amis qui était chirurgien, avec ses instruments, a enlevé la photo, a interverti les deux photos. Et je me suis retrouvé à m'appeler Michel Boyer et partir donc en Amérique du Sud comme Michel Boyer, puisqu'en Amérique du Sud, Beat était connu, donc mon nom était connu. Et au Chili, on a loué un petit avion avec Régis et on est parti jusqu'à la frontière bolivienne. Sur les plateaux, c'est comme dans les films d'aventure, en atterrissant d'un plateau à l'autre, on est arrivé jusqu'à la frontière bolivienne. Et là, on a rencontré notre ami Gustavo avec un officier bolivien en civil, puisque c'était clandestin. Je lui ai remis les 5000 $. Et puis, je suis reparti. Mais malheureusement, Klaus Barbie a été arrêté parce qu'il est allé au Paraguay et que le gouvernement bolivien était saisi d'une demande d'extradition de la France et qu'en attendant la décision de la Cour suprême qui se trouvait à Sucre, en Bolivie, eh bien, ils ont eu peur qu'il ne s'enfuit au Paraguay et qu'il valait mieux le garder dans une prison dorée à La Paz. Donc ils l'ont gardé en prison et quand il est sorti, Allende était tombé, il avait même été abattu ou s'était suicidé à Santiago. Et l'opération donc est tombée à l'eau. Et ensuite, il y a eu l'autre épisode. On s'est dit, il faut quand même surveiller Klaus Barbie. On a demandé à une amie de Beat si elle voulait partir en Bolivie. Elle a dit qu'elle était d'accord. Elle avait fait une opération. Elle était allée une fois pour nous en Allemagne.
Et on lui a demandé de prendre une photo de l'ancien chef de la Gestapo de Paris. Il s'appelait Heinrich Schiller. C'était un homme extrêmement cruel, fanatique dans la lutte contre la résistance. Il avait fait partir en particulier le train privé d'eau de Compiègne à Dachau, où la moitié du convoi est morte de soif et de folie. Eh bien, ce docteur Heinrich Schillers, enfin il s'appelait Heinrich Schillers, capitaine SS, n'avait pas été identifié par les services spéciaux. Nous avions pris tous les annuaires de magistrats, d'avocats, et nous avons retrouvé Heinrich Schillers, président de chambre du tribunal des affaires sociales du Land de Basse-Saxe, spécialiste des problèmes de victimes de guerre. Voilà ce qu'était devenu le chef de la Gestapo de Paris. Alors on lui a demandé, mais on n'a rien dit, mais on voulait une photo pour faire passer l'information. Et on l'a envoyé là-bas, et elle a trouvé un monsieur d'un certain âge, il avait 64 ans à l'époque, qui était en train de tailler ses roses. Et elle lui a dit que vous avez de jolies roses, etc. Je peux les prendre en photo. Et elle a pris en photo. Et la semaine d'après, la photo de Heinrich Schillers, c'était dans tous les journaux allemands. Et Heinrich Schillers a été privé de sa retraite, a été mis à la retraite, privé de sa retraite, inculpé pour faux témoignages, etc. Alors, elle a vu qu'elle pouvait se rendre utile et elle a accepté d'aller en Bolivie. On lui a acheté une belle robe, des belles chaussures, et on lui a dit d'aller au club allemand. Et au club allemand, certainement, elle rencontrerait quelqu'un qui lui ferait la cour. Et puis, automatiquement, elle n'aurait qu'à mettre glisser le mot Barbie dans la conversation. Et puis, elle serait mise en relation avec Barbie. C'est ce qui s'est passé. Elle est arrivée un mardi à La Paz, et c'était en 75 à peu près, oui, 73, 74 ou 75. Et le samedi, elle dînait avec Klaus Barbie. Et ainsi, nous avons pu, puisqu'elle y est revenue 2 ou 3 fois même, et nous avons pu surveiller Barbie, savoir qu'il ne voulait pas quitter la Bolivie et que on n'avait pas à s'inquiéter de ce point de vue-là. Et quelqu'un est venu nous dire, un émigré bolivien m'a dit, est venu nous dire en 82, début 82, je repars en Bolivie, je veux tuer Barbie. Alors on lui a donné notre bénédiction, tuer Barbie. C'était simple de tuer Barbie, relativement simple. Il allait tous les jours à la cafétéria à La Paz, il venait prendre son thé ou son whisky là-bas. Bon, c'était relativement simple, sauf que le criminel serait tué, ça c'est autre chose, il serait abattu par la police bolivienne. Et ensuite, il nous a téléphoné et il nous a dit, j'ai renoncé, vous devez reprendre votre action parce que la dictature est en train de tomber en Bolivie. Alors, Régis Debray était à l'Élysée, il était conseiller, c'était la chance, conseiller spécial de François Mitterrand. Et donc, on est allé voir le président et on lui a demandé donc de son appui, et il a donné cet appui. Et l'appui a été efficace. Et notre ami Gustavo Sánchez Salazar est devenu secrétaire d'État à l'intérieur. Et c'est lui qui a monté l'opération, que Barbie, ayant une dette qu'il n'avait pas payée depuis 10 ans, mais une petite dette, eh bien, il a été arrêté, et Gustavo a payé la dette, a sorti Barbie de prison et l'a mis dans l'avion qui le ramenait à Cayenne, où un magistrat l'attendait avec un... Voilà. Maintenant, je peux passer la parole. Voilà. Merci. Pardon? Est-ce qu'il a rendu non, les $5 000? Non. Il les a pas rendus? Non, parce qu'on aurait pu les rendre à la Micra, c'est pour ça que c'est pour... non, groupe des jeunes les questions d'argent n'ont pas leur place ici. Alors, transition parfaite. Jean-Olivier Viou, vous êtes... merci beaucoup. Jean-Olivier Viou, la transition m'est donnée par Serge Klarsfeld. Vous êtes en 87, vous êtes substitut général
auprès du procureur général Pierre Truche pour soutenir l'accusation. Votre rôle est un double rôle, si j'ai bien retenu ma leçon. À l'époque, vous êtes à la fois chargé de seconder Pierre Truche dans l'accusation et de l'organisation matérielle du procès. Et c'est vrai que ce procès hors norme, qui est un procès d'assises ordinaire pour un accusé extraordinaire, demande une organisation absolument sans précédent. Et vous avez eu cette lourde tâche qui a consisté déjà, dans un premier temps, à aménager, simplement à prévoir l'accueil pour 140 parties civiles, 39 avocats des parties civiles et 3 avocats de la défense, les familles des victimes, le public, les journalistes. Voilà, c'était votre rôle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous prenez à bras-le-corps les mesures de sécurité, j'oubliais aussi, votre tâche d'organisation matérielle du procès? Oui, l'année 85 avait été tout entière consacrée à la préparation de l'acte du réquisitoire. Et il fallait évidemment que l'on puisse accomplir une mission particulière. C'était une mission pédagogique vis-à-vis des jurés. Nous sommes dans une procédure d'assises, c'est une procédure orale. Les jurés n'allaient pas avoir quelconque dossier. Il devait donc se convaincre à partir des témoignages et il appartenait à l'accusation, selon notre procédure française, d'apporter la preuve, bien sûr, des éléments réunis contre Klaus Barbie. En ayant en tête, en effet, l'argumentaire tout à fait particulier du parquet de Munich qui consistait à dire « mais Barbie ignorait, etc. etc. » Bien. Donc ça, c'était le travail de l'année 85. Le travail de l'année 86, c'était en effet de préparer ce procès hors norme. Parce que dès l'instant où les psychiatres avaient estimé que Barbie ne présentait aucune anomalie mentale, il ne fallait pas être Madame Soleil pour prévoir que l'on allait aboutir, bien sûr, à une décision très vraisemblablement de réclusion criminelle à perpétuité. Mais le problème était de mener un procès digne de la justice française. Il fallait que vis-à-vis du criminel le plus important, notre état de droit offre l'image d'un procès insusceptible de critique. Barbie, dès son arrivée à Lyon en février 1983, avait bénéficié et devait bénéficier de tous les droits reconnus à la défense. Lorsqu'il arrive à Montluc en février 1983, c'est le bâtonnier en exercice de Lyon, Alain de la Servette, qui s'autodésigne pour l'assister dès la première minute puisqu'il le souhaitait. Il fallait donc un procès qui offre l'image d'une justice sereine, d'un procès qui ne donne pas l'impression d'un règlement de compte, mais d'un procès où l'on poserait pleinement l'acte de justice. Et ce procès, il était hors norme. Vous l'avez dit, Madame Missika, il était hors norme par le nombre d'acteurs. 149 parties civiles, 39 avocats, cela posait un problème. Il était hors norme parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines de témoins, de victimes, de familles de victimes qui souhaitaient assister au procès. Il était hors norme parce que de toute la France nous venaient des demandes, notamment d'établissements scolaires, souhaitant emmener des élèves à ce procès. Et puis il était hors norme parce que dans les 3 mois qui ont suivi l'annonce de la date retenue pour le procès, près de 400 demandes d'accréditation de la presse nationale et internationale nous sont parvenues. Alors à partir de là, s'est posé un problème. Où allait-on tenir le procès ? Nous avons à Lyon une très belle salle de cour d'assises historique où l'on a jugé Caserio, l'assassin de Sadi Carnot, Delade de Tassigny, Charles Maurras et d'autres. Mais cette salle, au grand maximum, on peut y loger 200 à 250 personnes. Il était donc impensable d'organiser le procès Barbie à l'intérieur de la salle d'audience classique. Alors on a eu des gens qui sont venus nous dire « mais écoutez, il n'y a pas de difficulté. On va mettre à votre disposition le Palais des Congrès de Lyon, on va mettre à disposition le Palais des Sports. » On nous a proposé très gracieusement de nombreux lieux de repli où pourrait se tenir le procès Barbie en présence de plusieurs milliers d'auditeurs. Eh bien, nous avons opposé une fin de non-recevoir ferme. Avec cet argument tout bête, lorsqu'un pays commence à tenir
ces audiences de justice dans des stades, il faut s'inquiéter. Il fallait que Barbie, qui avait, encore une fois, et qui se devait de bénéficier de tous les droits reconnus à tout un chacun, il fallait que le procès Barbie se déroule dans le lieu historique, dans le palais de justice historique de Lyon. Lyon est très attaché à son lieu de justice, cet espace public de la loi, comme on le dit souvent. Il fallait que le procès Barbie se tienne là. Alors, comme on a la chance d'avoir une très grande salle des pas perdus, vous avez vu les photos tout à l'heure, on a demandé à un architecte de réaliser une architecture temporaire, un architecte lyonnais, M. Hérault, et qui a réalisé une mezzanine entourant cet vaste atrium. Pourquoi ? Parce qu'on voulait protéger les victimes de toute espèce de contact avec la presse, de toute espèce de curiosité. Les victimes, si elles souhaitaient s'entretenir avec la presse, pourraient le faire, mais elles ne devaient pas se trouver dans une proximité immédiate avec les médias. Donc on a installé toutes ces victimes sur cette mezzanine. À chaque audience, il y en avait plusieurs dizaines, c'est le moins que l'on puisse dire. Et les journalistes et les médias, eh bien, on les a installés au rez-de-chaussée, si l'on peut dire, au niveau du sol. Parce que les médias, ils vont, ils viennent, il y avait des chaînes de télévision du monde entier. On avait donc réquisitionné le parking qui se trouve en face du palais de justice pour y installer des mobil-homes. Et puis, dans un bâtiment voisin, on avait installé une salle de presse, parce qu'il fallait évidemment que chacun puisse communiquer. Avec une difficulté, c'est que nous avions beaucoup de journalistes anglo-saxons qui ne connaissaient absolument pas la procédure française. Ils en étaient dans la procédure accusatoire et il fallait leur expliquer évidemment comment se dérouleraient les débats. Donc on a aménagé tout cela. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup d'organisations. Et puis, il a fallu mettre en œuvre cette fameuse loi très importante du 11 juillet 1985 qui, pour la première fois, eh bien, on en voit le résultat aujourd'hui, permettait d'enregistrer, de réaliser un enregistrement audiovisuel de l'intégralité des débats. Et ça, c'était très important. Il fallait donc, en effet, qu'on rédige, ou du moins on mette au point, un cahier des charges, un code de bonne conduite, de bonne pratique, car il ne s'agissait pas de transformer la salle d'audience en studio de télévision. Donc il a fallu, à partir de la société France 3 qui a obtenu le marché, tout ça a été évidemment soumis à ouverture d'un marché public, eh bien il a fallu établir ce cahier des charges. Pas de caméra mobile, pas de caméra mobile. Le moins possible de plans de coupe. Il y en a certains, oui. C'est vrai, il y en a. Assez douteux. Assez douteux. Dans la seconde partie du procès, j'avoue qu'on a été trop large. Car on était dans une situation un peu particulière. Dans la cabine du réalisateur, un magistrat en permanence siégeait pour vérifier que le réalisateur ne trahissait pas les engagements qu'il avait pris. On s'est aperçu en effet, puisqu'on n'a pas visionné, qu'il y a eu trahison, si l'on peut dire, de certains engagements. Alors tout ça, ça a donné lieu évidemment à beaucoup de mises au point, mais on y est parvenu et je pense qu'on a aujourd'hui quand même la substantifique moelle de ce procès. Alors dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, il a fallu ensuite gérer les problèmes de sécurité. Il a fallu gérer les problèmes de sécurité parce que l'on redoutait soit des fous. Je rappelle que M. Christian Didier, celui qui est allé assassiner Bousquet quelques années plus tard, a été arrêté à Lyon, aux portes de la prison, venant à Lyon pour assassiner Barbie. Donc il fallait protéger Barbie. Vous voyez un peu le scandale si on avait assassiné Barbie au cours d'un de ses transferts au palais de justice. Et puis il fallait se méfier car on découvrait des tracts qui étaient distribués à proximité du palais. Il y avait évidemment des groupes de néo-nazis qui venaient se manifester. Donc il fallait assurer évidemment une sécurité totale à Klaus Barbie pour cette sérénité des débats. Autre problème, nous savions que dès que le procès serait ouvert, nous aurions des alertes à la bombe. Et nous nous attendions à de petits malins qui en permanence s'arrangeraient pour faire interrompre le procès par des alertes à la bombe intempestives. Donc le principe avait été pris, nous ne répondrons à aucune espèce de menace téléphonique.
C'est-à-dire qu'avant chaque audience, des équipes de démineurs, des chiens et compagnie venaient inspecter la salle d'audience, qui devenait un véritable fort isolé, avec bien sûr portique, etc. Et on restait sourd aux alertes à la bombe. Alors les premiers jours, il y a eu des alertes à la bombe, et comme ils ont vu que ça ne produisait aucun effet, comme par hasard, les alertes à la bombe se sont passées. Et puis, dernier point, il a fallu gérer au bout de 3 jours le procès, l'absence de Barbie. Il y a eu l'absence de Barbie avec ce grand débat qui a débouché. Il faut expliquer que lors de la 3e audience, Klaus Barbie demande la parole et déclare qu'il refuse de comparaître. Voilà, on a eu une très belle mise en scène. On a eu les 3 premiers jours où l'on parle, conformément à la loi, de la personnalité de l'accusé. Donc Barbie était présent. Il y a même un point dont doit se souvenir M. Jakubowicz. Il fait rectifier l'ordre dans lequel on lui a décerné ses décorations nazies. Et puis au moment où le président annonce que l'on va, après avoir évoqué la biographie de Barbie, après avoir entendu les experts psychiatres, que l'on va passer au fait, il est 3 heures de l'après-midi, je le vois comme si c'était aujourd'hui, Maître Vergès, qui sort un papier de sa poche, plié en 4, qui se retourne et qui le remet à Barbie. Et Barbie dit, Monsieur le Président, je voudrais faire une déclaration. Le président Serdini répond, ça sera long, Monsieur Barbie? Non, non, ça ne sera pas long. Et là, il y a ce récitatif, je suis en France de manière tout à fait illégale, j'ai été victime d'un enlèvement, je dénie la légitimité à la justice française de me juger, et je demande, en conséquence, à regagner immédiatement ma cellule. Je ne souhaite plus assister à mon procès. Et là, il y a eu ce grand débat sur lequel on pourra revenir. Mais, dans la mesure où Barbie n'allait plus assister au débat, hormis 2 audiences et le jour du verdict, audiences au cours desquelles il devait être confronté avec des victimes qui n'avaient pas été lors de l'instruction, il fallait que l'on respecte une procédure très complexe, c'est-à-dire que l'on ouvrait l'audience, on mandatait un huissier pour se rendre à la prison, rédiger un procès-verbal d'interpellation de Barbie, enregistrer le refus de Barbie, attendre le retour de l'huissier qui venait rendre compte du retour de Barbie, et on ne commençait seulement l'audience. Donc il fallait assurer un transport rapide de l'huissier, je vous passe les détails, et le soir, il fallait que le greffier rédige en hâte le procès-verbal des débats, et que le greffier, cette fois-ci, se rende à la prison pour notifier à Barbie le procès-verbal des débats. Vous voyez un peu les difficultés, avec dans le même temps la mise sous scellé des enregistrements, car les enregistrements, dès qu'ils étaient achevés, n'appartenaient plus au ministère de la Justice, mais au ministère de la Culture, et ils étaient en foi de quoi transportés aux archives municipales. Alors on pourrait parler de 1000 et un détails. Le procès Barbie s'est bien déroulé parce que chacun, je peux le dire, a eu conscience qu'il vivait un moment important pour notre justice. Et il fallait que cette première condamnation en France du crime contre l'humanité, eh bien, elle soit posée à l'issue de ce que nos canons européens appellent de procès équitable. Et lorsque Barbie est parti et que toute l'audience, toute la salle d'audience, toutes les attentions se sont portées sur la parole des victimes, très vite, on a compris que le but que nous poursuivions dans ce procès Barbie, ce procès proclamatoire de la mémoire, eh bien, avait été réussi. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Le procès Barbie est quand même une leçon pour l'histoire. Bien que, je termine par là, les magistrats n'ont jamais eu la prétention de faire œuvre d'historien. J'ai été souvent interpellé dans des colloques sur l'argument consistant à dire, vous magistrats, vous vous prétendez historien et vous voulez faire travail d'historien. Pas du tout. L'historien, il fait des synthèses, il met des événements en regard les uns par rapport aux autres. Non, nous, le procès historique, il apporte des matériaux absolument incontestables pour l'histoire. Et le fait que le procès Barbie se soit tenu à Lyon, le fait que des victimes au style direct aient révélé leur vécu, a rendu tout à fait minable les procès que nous avons eus quelques années après avec les Plantins et compagnie, avec l'école lyonnaise des négationnistes. Quand ces négationnistes sont venus et qui ont été jugés à Lyon, à quelques mètres de la salle où Barbie a été jugé, pouvoir leur opposer ce que nous avions entendu pendant 1 mois et demi valait tous les réquisitoires. Ça valait la peine. Merci beaucoup. Maître Jakubowicz, vous êtes jeune avocat lyonnais, le plus jeune des 39 avocats qui... On peut passer à l'imparfait, là. Mais enfin, toujours jeune parmi les plus jeunes. Et quand vous voyez Barbie entrer dans le box des accusés, c'est la première fois que vous le voyez, et pour vous, c'est un choc.
Est-ce que vous m'autorisez, avant de parler de ce choc, d'abord de compléter peut-être de quelques mots ce que Jean-Yves Yéviou vient de dire s'agissant de l'organisation du procès. Il a dit combien il était important, effectivement, de parler de la sécurité, de la place des avocats, des jurés, des témoins, des victimes, des journalistes. Il a, mais je sais que c'est totalement involontaire et je sais qu'il l'aurait volontiers fait à ma place, mais complété sur un point qui est sans doute, le plus important, le public. La salle des Pas Perdus a permis, par son volume, et vraiment merci à la chancellerie, merci aux magistrats, merci à Jean-Yves Yéviou qui était à la manœuvre, a permis à des milliers et des milliers de jeunes d'assister à ce procès. Et dans ce que Jean-Yves Yéviou vient de dire, on a vraiment inventé le sérum anti-négationniste, quoi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les témoins sont arrivés, grâce à la présence de ces jeunes, il y a 10 ans, pour le 20e anniversaire, j'avais lancé un appel dans les journaux locaux pour rechercher des témoins. Je voulais des jeunes de 20 ans, qui avaient donc 40 ans 20 ans plus tard, qu'ils viennent dire pourquoi ils étaient venus au procès et ce qu'ils en ont retiré. C'était prodigieux. Et je me souviens notamment de 3 jeunes, dont un bidas, puisque à l'époque on était à la conscription, un bidas qui avait demandé une perme, comme on disait à l'époque. Il est devenu professeur d'histoire. Il y en a 3 d'ailleurs qui sont venus, qui sont devenus professeurs d'histoire, et certains qui séchaient les cours pour venir au procès. Et je crois que la réussite de ce procès et sa vertu, au-delà de la vertu première qui est celle de la justice, évidemment, parce que la vertu d'un procès n'est jamais de faire de la pédagogie, mais ça peut être aussi de faire de la pédagogie. C'est évidemment ces milliers de témoins qui sont venus. Et je peux le dire par opposition aux 2 autres grands procès de crimes contre l'humanité auxquels j'ai eu l'honneur de participer, Touvier à Versailles et Papon à Bordeaux, où l'organisation n'était pas à la hauteur et on s'est privé de cette possibilité. Est-ce que je peux vous interrompre et vous demander de revenir au procès Barbie le 11 mai 87, quand Klaus Barbie entre dans la salle, dans le box des accusés? J'étais effectivement jeune avocat, le plus jeune avocat, et j'avais une autre particularité par rapport à Serge, par exemple, et là aussi, pardon de cette digression, mais je veux quand même dire que sans Serge et Béate... ça va de soi. Voilà. Non, mais parce que quand on parle de 39 avocats, il y a Serge et puis il y a les autres. Voilà. Ça doit être dit aussi. Oui, cette particularité, c'est que moi, je représentais des associations. Et notamment une association qui était là pour représenter les intérêts moraux et collectifs de la communauté juive de France, dont il avait été décidé que ce rôle serait confié au consistoire israélien de France, dont j'avais l'immense honneur, surtout jeune avocat, d'être l'avocat. Donc, en tant que partie civile d'association, je n'avais suivi l'instruction que, je dirais, sur le papier. Il n'y avait pas eu de confrontation avec l'homme, avec j'allais dire le mis en examen, comme on dit maintenant, l'inculpé devenu accusé. Donc moi, je ne l'avais jamais vu. En d'autres termes, je n'avais jamais été confronté à sa personne. Et c'est vrai qu'au moment du procès, l'ouverture du procès, c'est l'instant T. Il y a cette salle immense, ces centaines, milliers de personnes, journalistes, etc. Et la porte s'ouvre et il entre dans un silence de cathédrale laïque et républicaine. Et là, vraiment, profondément, intimement, je suis saisi. Mais je ne vois que son regard. Alors, il se trouve que j'ai ce privilège d'être face à lui, mais vraiment directement face à lui, pas loin de Serge, qui lui le connaissait bien, et je ne vois que ses yeux. Je ne vois que ses yeux qui sont d'une couleur que j'ai jamais vue et que je ne verrai jamais, et d'une forme et d'un regard. Et c'est vrai que si vous me posez la question, je sais pourquoi vous me la posez, parce qu'il y a une question dans la question, c'est que instantanément, je comprends pourquoi les témoins l'ont reconnu tant d'années après. Mais ce n'est pas possible. Et quand on lit le dossier, franchement, moi à l'époque, j'ai 32, 33 ans, je me dis, bon, est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un? Oui, je vous assure, on peut. Le regard de Barbie, quand on l'a croisé, on ne l'oublie pas. Vous faites venir Elie Wiesel
pour témoigner à la barre au nom de toutes les victimes mortes à Auschwitz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances et dans quelles conditions l'audition d'Elie Wiesel se déroule et pourquoi vous l'avez fait venir? Pourquoi est-ce que vraiment dans ce lieu, oui, j'ai besoin de le dire en fait, il est décidé par l'ensemble des avocats, en collaboration avec le parquet général, avec Pierre Truche et Jean-Olivier Vioux, que la nécessité se faisait sentir de la présence de ce qu'on appelle des grands témoins. Ce qui pose déjà en soi un problème, parce que selon le code de procédure pénale, un témoin, c'est un témoin visuel ou un témoin de personnalité. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est ce que Vergès va évidemment opposer à Wiesel, mais vous étiez à des milliers de kilomètres, vous n'avez jamais vu Barbie, vous n'aviez jamais mis les pieds en France, Isieux, vous n'y étiez pas, rue Sainte-Catherine, vous n'y étiez pas, le dernier convoi, il ne vous concerne pas, qu'est-ce que vous faites là? C'est ce qu'on appelle un grand témoin. On a eu notamment des historiens, tout le monde se souviendra du témoignage notamment de Robert Paxton, entre autres, ou par exemple, je le disais en revoyant sa photographie tout à l'heure, du témoignage du professeur Jacquard, qu'on a trop passé sous silence d'ailleurs, parce que c'est un témoignage absolument prodigieux, mais qui est arrivé à une heure tardive et malheureusement les journalistes avaient quitté la salle. Bien, donc il est clair que dans les grands témoins, pour parler de la déportation et de la condition concentrationnaire vers laquelle Barbie envoyait ses victimes, il nous est apparu, en tout cas pour parler, de certaines victimes et bien sûr des victimes juives, il n'y avait personne d'autre que Elie Wiesel. Donc on lui a posé la question, je lui ai posé la question, et je saluais d'ailleurs ici la présence de Madame Bigot du Grand Rue, parce que le bâtonnier Bigot du Grand Rue, lui-même, au nom de l'ensemble des avocats, avait souhaité prendre contact avec Elie Wiesel, après que je l'ai fait moi-même, et je me souviens de la lettre que j'avais préparée pour Elie Wiesel, qui avait répondu très respectueusement au bâtonnier Bigot du Grand Rond, en disant « J'ai déjà été, entre guillemets, sollicité ou réquisitionné par certaines parties civiles, mais bien sûr, je viendrai pour toutes les parties civiles. » Donc on a mis au point, effectivement, la venue d'Elie Wiesel, qui a été un moment un peu... J'ai 2 minutes pour en parler ou pas ? Qui a été un moment un peu particulier, parce qu'on s'est beaucoup parlé avec Elie Wiesel. Il y avait dans son entourage, il faut le dire également, parler du travail qui avait été fait par Bernard-Henri Lévy à ce moment-là et par Marek Alter. Je me souviendrai toujours, j'ai retrouvé mes notes manuscrites, parce que j'écrivais tout, du dimanche, qui précède... Elie devait témoigner le mardi. Il est arrivé spécialement des États-Unis, de Boston, et il me téléphone le dimanche pour me dire « Alain, mon témoignage est prêt. Si vous voulez, je vous l'envoie. » Je lui dis « Ça me paraît difficile parce qu'un témoignage en France doit être un témoignage oral. On ne peut pas lire. » Il me dit « Comment ? Mais on ne me l'avait pas dit. » Et BHL était avec lui à ce moment-là. Et là, il y a eu un quiproquo absolument énorme, parce qu'il me dit « J'ai préparé un texte, et moi, si je ne peux pas lire mon texte, je repars aux États-Unis. » Et il m'envoie son texte, que j'ai évidemment conservé, qui était le texte merveilleux que l'on connaît. Et en fait, on a utilisé un subterfuge, c'est que c'est moi qui ai lu le texte pour asseoir les questions qui ensuite ont été posées à Elie Wiesel. C'est un moment qui a retenu l'attention de la presse et qui a vraiment bouleversé l'opinion. C'est pour ça que je voulais que écoutez, vous voulez que je vous dise la vérité, le fond de ma pensée, je vais vous dire, parce que vous me connaissez, vous savez que la langue de bois, j'ai été évidemment émerveillé par son témoignage. Je pense qu'il était absolument indispensable, mais je me refuse à toute hiérarchie dans les témoignages. Et je ne pense pas, je vais vous dire, vraiment, mais du fond de moi-même, vraiment, et vous le savez, puisque j'en ai déjà parlé, pour moi, quand je disais il y avait Serge et les autres, dans les témoignages, il y avait les femmes et les autres. Mais voilà. ça, donc là, je dirais qu'il n'y a même pas de discussion là-dessus, à mes yeux. Bien sûr, on n'a pas encore abordé ce qui est le cœur du procès, qui est la parole des victimes. Et je voulais justement y venir, puisque
le coup de théâtre du départ de Klaus Barbie, au fond, comme l'a dit Serge Klarsfeld à plusieurs reprises, eh bien, c'était une bonne nouvelle, puisqu'il a permis aux victimes de témoigner en toute sérénité. Je voudrais en dire un mot, parce que c'est quelque chose... C'est vrai que le psychodrame qui a suivi le départ on était paumés. Vraiment, je crois que tout le monde était paumé, on ne savait pas très bien où on en était. Et pourtant, sauf Serge, mais comme toujours. Mais d'abord, il faut quand même savoir que on n'a pas été... Aujourd'hui, on aurait pris les choses autrement. Si c'était aujourd'hui, en tout cas moi, j'aurais annoncé le départ de Klaus Barbie. Je savais qu'il partait. Pourquoi ? C'est très simple. Quelques semaines avant se terminait le procès Abdallah devant la cour d'assises de Paris. Vergès était son avocat. Qu'est-ce qui s'est passé au procès Abdallah ? Abdallah a quitté son procès en faisant... Et la défense de Barbie, de Vergès, quel lapsus, mais bon, est-ce un vrai lapsus ? La défense de Vergès pour Abdallah est exactement la même que celle qu'il a pour Barbie. Vous êtes illégitime, qui êtes-vous pour juger cet homme ? Vous, les colonialistes, les trucs, vous avez fait pire, etc., etc., etc. Donc c'était écrit, franchement, c'était écrit. On a été très peu prévoyant, de mon point de vue, de ne pas envisager cela. À partir du moment où il n'est plus là, où on vide tout ça, et je me souviens, là, tout le monde a pris la parole, les uns pour, les autres contre. Je me souviens de la parole d'Henri Noguer, qui est venu dire « ça nous épargnera au moins les mensonges », nous a-t-il dit. Et c'est vrai qu'on a pu faire la comparaison, deux mots, on a pu faire la comparaison entre les moments où il était là et les moments où il n'était pas là. Et on voyait dans les témoignages lorsqu'il n'était pas là, les témoins témoignaient pour eux, souvent les yeux fermés, le regard vers la cour, souvent les yeux fermés, s'adressant davantage à leurs compagnons perdus, à leur famille qui était derrière, enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants à qui ils n'avaient jamais parlé. Mais quand le Barbie était là, on les voyait agressifs, tournés vers lui, l'interpellant. Ça faussait totalement, mais totalement. C'était vraiment un apprentissage terrible. Le procès n'aurait pas été le même. Peut-être vous pourriez dire un mot de la réaction de Pierre Truche, justement, face au départ de Klaus Barbie de l'audience. Oui, Pierre Truche a eu cette phrase, Jakubowicz doit s'en souvenir, il a regardé Barbie, Klaus Barbie, en 1942-1943. Vous ne demandiez pas aux gens que vous interpelliez et que vous interrogiez à la Gestapo de Lyon s'ils avaient le droit de regagner leurs cellules. C'est la grandeur d'un État de droit de vous laisser cette possibilité. Et se tournant vers les victimes, je comprends votre désarroi. Mais la fuite de Barbie, c'est la fuite piteuse d'un nazi qui n'ose pas supporter votre regard. J'ai trouvé cette phrase très belle pour faire comprendre aux victimes que, bien sûr, on comprenait leur déception de ne pas voir Barbie, mais je rejoins M. Jakubowicz, personne ne se faisait d'illusions sur ce qu'allait dire Barbie. Il contestait tout. Tous les matins, M. Vergès annonçait qu'il allait faire des révélations sur Caluire, parce que c'était le grand leitmotiv vis-à-vis de la presse. On va vous révéler enfin qui a trahi Jean Moulin à Caluire. Rien ne s'est passé à la date encore d'aujourd'hui. Bon, passons. Donc, on n'avait rien à attendre de Barbie. Il ne fallait pas se faire d'illusions, on n'avait rien à attendre. Ce qui fait que, oui, on l'a vu très bien. Lorsqu'il y a eu, par exemple, le retour de Barbie avec Mario Blardone, pour ne pas le citer, immédiatement, Barbie est interpellée et la sérénité, cette sérénité qui était très importante, elle va disparaître. Et les victimes devaient garder toute la place. Moi, je me réjouis que Barbie soit partie. Sauf pour Samina Zlatan. Voilà, c'est vrai. Oui, mais si Barbie est partie, c'est parce que Vergès l'a fait partir. Ça permettait à Vergès d'être la vedette du procès, alors que c'était Barbie la vedette du procès. Quand il était là, c'était lui la vedette du procès. Donc Barbie l'a fait partir parce que, bon, comment dire, Barbie était payée par Vergès et pas Vergès par Barbie. Hein. C'est donc il a tiré parti de cela. Quant aux témoins, effectivement, je me suis beaucoup réjoui parce que chaque fois que Barbie interrogeait un témoin à la prison, le témoin se retrouvait dans la situation de 1943. C'est-à-dire le bourreau avait de nouveau toute l'attitude pour l'interroger et qu'il perdait son sang-froid parce qu'il lui posait des questions qui étaient des questions
intelligente sur comment quelle était la plaque d'immatriculation de la voiture, j'étais habillé en civil ou en militaire, est-ce que j'avais des bottes, etc. De façon à mettre le témoin dans une situation où il ne savait pas quoi répondre et le témoin perdait son sang-froid. Donc c'était une bonne nouvelle, mais ce que je veux dire, c'est que le procès a été d'une certaine façon faussé dans la mesure où l'avocat de la défense a empêché Barbie de se défendre mieux qu'il n'était défendu par son propre avocat, qui lui-même n'a pas travaillé, par exemple, le rôle des témoins. À part un ou deux témoins, il ne les a pas mis en difficulté, il ne connaissait pas le dossier exact, et il a écouté tranquillement ce que disait le témoin sans le mettre aucunement en difficulté, alors que Barbie l'aurait mis en difficulté. Il conteste, il y a cet incident violent qui est le seul incident réel, qui est le Telex d'Isieux, dont il contestait l'autopsie. Il a mis en difficulté Monsieur Thomas, un témoin, qui était un témoin absolument véridique. Moi, oui. Il m'a raconté son histoire à une époque où il ne savait pas qu'il y avait, disons, la présence de Barbie. Bon. Et c'était un véritable témoin. Mais il y a des témoins qui sont crus, parce qu'ils ont le talent de se faire entendre, et d'autres qui ne sont pas crus aussi. Et il y a les témoins tout à fait sincères, dont l'authenticité ne peut pas être discutée. Heureusement, il y en a eu quelques-uns qui étaient formidables. Les femmes ont été absolument formidables. Et tu parlais tout à l'heure d'Elie Wiesel. Elie Wiesel a témoigné après les mères d'Isieux, après la monitrice qui était Léa Feldblum, qui était à Auschwitz avec les enfants. Et 2 des 3 personnes étaient incapables même d'exprimer tellement elles avaient souffert, que cela se ressentait, tout le monde l'a ressenti, cette douleur d'avoir perdu 3 enfants, un mari. C'était quelque chose de tout à fait émouvant. Bon, le témoignage de Wiesel a servi à étayer cela sur le plan universel. Mais tout le monde a compris, avec la présence des mères d'Isieux, qui étaient d'ailleurs les seules à avoir fait quelque chose véritablement pour que Barbie vienne à Lyon, puisqu'elles ont participé à Lyon et à La Paz. Il ne faut pas oublier qu'une des mères d'Isieux est allée jusqu'à La Paz à 70 ans et à 4000 mètres d'altitude avec Béate, le 2e voyage de Béate. Elle est allée là-bas protester. C'était quelque chose d'extraordinaire. Pour finir, pour terminer, je voudrais revenir sur votre plaidoirie au cours de laquelle vous énumérez le nom des 44 enfants raflés d'Isieux. Cette plaidoirie, vous avez trouvé cette idée tout de suite. Comment vous est venue cette idée de rappeler le nom de chacun des enfants? L'idée, c'était normal, parce que je ne voulais pas aborder l'affaire de la rue Sainte-Catherine, parce que la rue Sainte-Catherine, à la rigueur, Barbie pouvait prétendre que c'était une action de sécurité, puisque dans la rue Sainte-Catherine, il envoie un téléx dans lequel... Bon, Vergès n'a jamais exploité cela, mais moi, je l'aurais exploité parce que, bon, c'est une organisation juive qui fait passer les juifs en Suisse, qui donne de l'argent et des faux papiers. On peut toujours dire que c'est une opération de sécurité de la part d'un organisme chargé de protéger les intérêts de l'armée d'occupation. Bon. Sur le train du 11 août 1944, c'est un train qui devait partir pour Compiègne, et de Compiègne, il serait reparti sans doute sur Dachau, s'il avait pu, ou sur Ravensbrück, ou un autre camp. Mais comme le train ne pouvait pas arriver à Compiègne, eh bien, celui qui commandait
le train, qui n'était pas Barbie, l'a détourné vers l'Allemagne et il est allé en Allemagne. Donc là aussi, je considérais qu'à la rigueur, la défense pouvait s'interposer et expliquer que la responsabilité de Barbie était moindre. Mais dans l'affaire Dizieux, non, dans l'affaire Dizieux, soit il y était allé lui-même, soit il avait donné l'ordre. En tout cas, il a endossé toute la responsabilité par le téléx qu'il a envoyé. Et grâce au juge d'instruction, M. Ries, nous avons pu trouver un dossier qui prouvait qu'à la date du 6 avril 1944, Barbie était à Lyon et que c'était donc... Et puis le procureur allemand est venu pour témoigner que toutes les inscriptions qui étaient faites sur le téléx étaient authentiques et correspondaient à la technique de communication allemande. Les Allemands ont fait un gros travail de... Les PTT aussi. Ils ont retrouvé celui qui tapait les téléx, celui qui rédigeait celui qui transmettait le papier. Enfin, ils ont fait vraiment un très gros travail. Donc, le téléx Dizieux, c'était... La présidente du jury est venue me voir tout de suite après le verdict. Elle m'a dit, avec son histoire de téléx, il a voulu nous prendre pour des cons. Voilà, c'était le témoignage de la présidente du jury en ce qui concerne... Et puis à l'instruction, Edgar Faure, qui était représentant de la France au procès de Nuremberg, a confirmé qu'il l'avait eu entre les mains. Oui, donc, mais c'est pas seulement cela. Non, c'est un ensemble. Bon, j'avais pris les précautions avant le retour même de Barbie. J'avais écrit aux archives de la Cour internationale de justice à La Haye et qui m'ont envoyé la copie authentifiée du téléx Dizieux. J'ai demandé aux archives du Land de Bavière à Nuremberg, on m'a envoyé la copie authentifiée, un deuxième exemplaire. J'ai demandé aux archives nationales à Washington, on m'a envoyé une troisième copie authentifiée du téléx Dizieux. Il fallait retrouver le téléx Dizieux. Je l'ai retrouvé ici dans les dizaines de cartons qu'il y avait dans les sous-sols du mémorial, et il était en excellent état, donc il n'y avait pas de question, mais il fallait retrouver le téléx authentique pour que le public soit convaincu de son existence. C'est à ça que Dominique faisait allusion tout à l'heure à propos de l'incident. De l'incident, oui. Parce qu'en fait, c'est normal, parce qu'on donne à l'avocat de la défense un téléx. Un téléx, c'est composé de bandes de papier qui sont collées. Il suffit de faire un mouvement pour que la petite bande sur laquelle il y a marqué Barbie tombe et qu'ensuite on discute. Était-elle là il faut raconter. On peut passer backstage là parce que il y avait un plastique, hein, je vous rassure. Non mais il faut raconter l'histoire. Il faut raconter l'histoire. La vraie histoire, celle qui n'est pas écrite, mais celle dont on peut témoigner ce soir, c'est que évidemment Serge a soulevé des montagnes pour retrouver ce téléx auquel il tenait comme la prunelle de ses yeux, parce que c'était la preuve irréfutable, définitive et incontestable de la culpabilité de Barbie. Mais ce téléx original est devenu une pièce du dossier. Il y a une règle en matière de procédure pénale, c'est que lorsqu'on fait état d'une pièce, le président a la pièce entre les mains, on en parle, et on en a parlé pendant des heures, il y a eu des témoins qui sont venus, et à un moment, le président fait tourner la pièce entre les différentes parties. D'abord le procureur général, ensuite les parties civiles, et chacun examine ce document qui est effectivement sous un plastique. C'est un vieux document avec des bandelettes, c'est effectivement extrêmement fragile. Et puis chaque fois qu'une partie a vu le document, on le remet à l'huissier qui est présent et qui le passe à d'autres parties. Et le téléx était de notre côté, du parti civil, et l'huissier le prend et le conduit du côté de la défense et va le remettre à Jacques Vergès. Et je me souviens, j'étais à côté de toi ce jour-là, et je vois mon Serge bondir en disant « Non, il va le détruire !» Alors là, évidemment, un incident terrible
se passe, puisque Vergès, évidemment, n'attendait pas mieux pour dire « mais comment, on met en doute mon truc, machin, etc. » Zizanie sur les bancs de la partie civile, les avocats qui ne sont pas tous toujours très confraternels et très... Mais c'est un scandale. Donc parmi les parties civiles, il y en a qui disent à Serge « mais c'est pas normal, etc. » C'est vrai que Serge n'a pas forcément une immense expérience de la cour d'assises, mais en tout cas, ce Telex, on n'y touchait pas. Point final. Et là, il y a une passe d'armes. Il y a une passe d'armes directe. Chacun y va de son mot. Évidemment, Vergès en fait des tonnes. Et Serge lui répond très habilement et très intelligemment. L'incident est clos. Et je me souviens, je ne sais pas si toi, tu t'en souviens, tu te rassois, je suis à côté de toi et tu me dis, si ça continue, je vais devenir avocat. Il faut dire que j'ai eu, avant le procès de Barbie, un feu rouge, quelqu'un à défendre l'oncle de Francis Lanchler, qui avait brûlé un feu rouge. Et puis j'ai eu un procès en Allemagne, le procès de Cologne, que pour ma part je considère comme plus important que le procès de Klaus Barbie en France. Mais le troisième procès a été le procès de Klaus Barbie. Et je suis entré dans le Larousse comme avocat. Et depuis, je suis avocat tout en ayant plaidé une demi-douzaine de fois dans ma vie. Voilà. Pas tout à fait n'importe quoi. Voilà. Nous sommes tenus par un horaire, donc si vous avez des questions, je vous remercie, messieurs, si vous avez des questions à poser à ces trois personnalités, témoins. Alors nous sommes les témoins des témoins. Je ne sais pas, allez-y. Au fond, là-bas. Qui ? La dame aussi. Merci bien. Merci, madame et messieurs, là, pour votre conférence. Je pense qu'on m'entend, je n'ai pas besoin de parler plus fort. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il est d'usage ou de nécessité de ne pas parler des jurés? Vous venez juste d'évoquer la présidente du jury, mais ils ont joué un rôle important et ils appartenaient à une certaine génération aussi, et on a vu évoluer les membres du jury jour après jour. Et on a observé, je dis on, j'ai assisté à la totalité du procès en qualité de partie civile, et ce jury était d'une présence extraordinaire et a joué vraiment un rôle. Quand vous monsieur Jean-Olivier Viaud, quand vous parliez des différents participants à ce procès, je pense qu'il faut vraiment aussi, y compris pour les jeunes aujourd'hui, insister sur la nature du jury et le rôle que ces jurés ont pu jouer au fur et à mesure. Et en même temps, nous n'avions pas de contact avec eux. C'est la règle du jeu aussi. Aucun contact avec eux, mais nous les avons vus vivre le procès et participer au procès. Vous avez tout à fait raison, madame. Vous avez tout à fait raison. Les jurés ont été remarquables. Alors, premièrement, on avait pris le parti qu'on ne récuserait personne. Vous avez observé que nous n'avons récusé personne. On a laissé le sort absolument jouer son rôle. Il n'y a pas eu d'enquête sur les jurés. J'ai lu ça à ce moment-là. Il n'y a eu aucune enquête. Et c'est avéré que l'on s'est retrouvé avec un jury dont la moyenne d'âge était de 39 ans. Il y avait 5 hommes et 4 femmes. Donc le plus âgé avait 5 ans en 1940. Donc c'était des gens qui n'avaient absolument pas vécu cette période. Et les jurés ont été en effet tout à fait remarquables. Je me souviens un après-midi où une dame se sent mal. On suspend l'audience quelques instants. Et la première chose que nous dit cette personne, ne me remplacez pas, je vais aller mieux parce que je veux aller jusqu'au bout. Et alors, on doit rendre hommage aux jurés, et le 11 mai, nous allons avoir à Lyon, avec Serge Klarsfeld et Alain Jakubovic, une grande rencontre avec 300 élèves et un grand nombre d'assistants à la mairie de Lyon, une table ronde. Et j'ai pu persuader Madame Levrat, le premier juré, ce que vous appelez la présidente des jurés, de témoigner. Et pour la première fois, elle accepte de venir en public témoigner. C'est important. Mais les jurés, en effet, ne doivent pas manifester leur opinion et on doit les protéger. Beaucoup de journalistes étrangers voulaient entrer en contact avec les jurés.
Et j'ai dû vraiment me gendarmer pour leur dire non, vous ne devez pas essayer d'entrer en contact avec les jurés pendant 1 mois et demi, fichez-leur la paix, et surtout n'essayez pas après de leur tirer les vers du nez pour savoir comment le délibéré s'est passé. Voilà. Non, mais par définition, pour répondre à la question, on ne voit pas évoluer des jurés. Le juré est de marbre, pas toujours. Et justement, pour moi, ça a été... Bon, j'étais, comme je l'ai dit, comme vous l'avez souligné, un relativement jeune avocat. J'avais 10 ans de bar, comme on dit à l'époque. Pour moi, ça a été vraiment un enseignement de la stupidité de la récusation. Il faut savoir qu'aux assises, le parquet général et les avocats de la défense, uniquement la défense, parce qu'ils ne peuvent pas, peuvent récuser des jurés. Sur des critères, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas des enquêtes fournies, on connaît le nom, l'âge, la profession, le lieu de domicile, bon, on ne connaît pas grand-chose. Mais surtout, il faut savoir que les avocats, on scrute les jurés. Pendant un procès d'assises, qu'on soit partie civile ou en défense, on les regarde, on regarde des réactions, etc. Et là, je me suis rendu compte de la stupidité du système. Parce que moi, je connais mes Lyonnais, hein, je suis quand même né à Lyon, j'étais élu à Lyon, bon. Et avec un certain nombre d'amis, on avait fait des catégories. Hein, il y avait certaines femmes, pour nous, elles appartenaient à la bonne vieille bourgeoisie de droite, antisémite de Lyon, c'était évident. Pour nous, la messe était dite, si je peux dire, et ceux-là, ils n'étaient pas avec nous. Bon. Et il se trouve qu'après le verdict, au petit matin du 4 juillet, vers 3-4 heures du matin, après l'incident, on est sur les quais et je pense que les jurés avaient été retenus pendant un certain temps. Ils sont sortis très très tard pour précisément tomber sur personne. Manque de bol. Manque de bol, il tombe sur moi. Manque de bol, il tombe sur moi. Et 3 dames viennent à ma rencontre, considérant qu'elles étaient, non pas, elles n'ont pas trahi mais on parle sur le trottoir à 4 heures du matin après et c'était exactement l'inverse de ce qu'on pensait. Mais exactement l'inverse. Elles faisaient venir leurs enfants, les gens de leur famille qu'il fallait absolument voir et entendre ce qui s'était dit, etc. Depuis, je ne récuse jamais. Voilà, jamais. Premier enseignement. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que effectivement, au cours de ce procès, bon, le rôle du jury a été important, mais c'était quand même un procès où on avait un coupable idéal, je veux dire, en face. Donc, le jury n'a pas eu trop à se poser de questions. Au procès Papon, par contre, à ce moment-là, je me suis dit, il faut toujours jouer le jury et parler au jury. Et au procès Papon, ça a été différent. Nous n'avons eu que le jury pour nous et un des 3 juges. Les autres étaient contre. Et donc, c'est le jury qui a fait la décision contre les magistrats. Hein, parce que le procès Papon était beaucoup plus difficile, vous savez. Et l'enjeu du procès Papon a été beaucoup plus grand que l'enjeu du procès Barbie. C'était la société française qui devait décider à la fin du siècle si tous les exécutants de Vichy dans la question juive étaient innocents ou coupables. Après la guerre, on avait dit qu'ils étaient innocents. À la fin du siècle, on a dit qu'ils étaient coupables en disposant d'une documentation beaucoup plus importante. Et donc, c'était fondamental, ce procès. Mais si je peux me permettre, Serge, il y a une chronologie, il y a un fil d'Ariane. Si on ne commence pas par Barbie, il n'y a pas le reste. Ah bah oui, on a commencé. Donc, effectivement, le premier, c'est le nazi, c'est simple, on a bonne conscience. C'est l'unanimité. Vergès n'avait pas tout à fait tort là-dessus et que là-dessus. C'est vrai que personne n'avait de l'empathie pour Barbie. Touvier, il est français, mais il est milicien. Franchement, c'était une belle crapule, pour ne pas employer un autre terme. À moins d'être un militant d'extrême droite nostalgique de Vichy et fondamentalement, viscéralement, consubstantiellement antisémite, je ne vois pas comment on peut avoir la moindre sympathie pour ce personnage. Donc, mais il est français, donc on commence déjà... Et Papon, alors là, évidemment, mais il n'y a pas le deuxième s'il n'y a pas le premier, et il n'y a pas le troisième s'il n'y a pas le deuxième. Le premier, c'était le procès de Cologne, c'est-à-dire le procès des dirigeants. En France. Quand tu vois entrer Barbie, tu as une émotion et que tu regardes l'œil, etc. Au procès de Cologne, c'était des gens beaucoup plus néfastes encore sur l'ampleur. C'était le chef du service... anti-juif du SD de Heydrich, Herbert Hagen, qui a formé toute l'équipe de la solution finale,
et qui n'avait que 29 ans à l'époque, et qui est venu en France pour être le bras droit du général Auberg, le chef des SS et de la police allemande. Et c'était Kurt Lischka qui a créé le service anti-juif de la Gestapo du Reich avant la nuit de cristal, et qui est venu en France pour être supervisé toute l'action de la Gestapo. Et c'était les Allemands, la société allemande, qu'on obligeait à reconnaître la culpabilité de ces hommes. Et il y avait en plus Heinrichson, qui était devenu bourgmestre de sa ville et qui, pendant la guerre, a dirigé la déportation des 4000 enfants du Veldiv. Bon, alors, nous, on est passé par là et on a commencé par là. On a commencé par les Allemands parce que la priorité, c'était les Allemands. C'était les Allemands qui voulaient tuer les Juifs. Vichy a commis le crime de s'associer à la solution finale en apportant l'administration préfectorale et la police. Et il fallait le faire reconnaître par le procès, justement, de Maurice Papon, puisque Bousquet nous a été retiré et Le Guet est mort dans son lit. Voilà. Il y a d'autres questions? Au moment du verdict, maître Jakubowski, est-ce que vous avez pu regarder les yeux de Barbie? Ils avaient une autre tournure que lorsque vous les aviez vus pour la première fois? Vous voulez que je vous dise, au moment du verdict, les yeux de Barbie, je m'en fous. Très honnêtement. C'est le cadet de mes soucis. Mais je vous réponds honnêtement, autant que j'ai été happé par son... C'est pas du tout lui que je regardais. Pas du tout. Il était... c'est peut-être que j'ai tort de vous dire ça, mais je vous dis la vérité. Moi, honnêtement, franchement, je pense... c'est pas à ça que je pense, quoi, au moment du verdict. Je pense aux enfants d'Isieux, je pense à plein de choses. Je pense aux procès qui nous attendent, parce que je pense vraiment, et c'est ce que j'ai dit aux journalistes, parce que je suis sorti tout de suite, il y avait des centaines de journalistes. Je dis, voilà, on a débloqué en France les choses. Et à l'époque, on était sur Bousquet, on était sur Papon déjà, on était sur Touvier. Et je me dis, voilà, l'histoire est en train de s'écrire réellement. Mais non, non. Madame a une question là-haut, depuis le débat. Voilà. On n'a pas parlé du réveil de la mémoire, de l'onde de choc que provoque le procès Barbie. Ah oui, dans la société française, oui, parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Hein. Bon, j'ai deux questions à vous poser. Une, vous avez été très nombreux comme avocat de la défense. Ça peut être parfois un peu gênant, parce que est-ce que vous vous êtes un peu entendus entre vous sur le plan de la défense pour ne pas répéter 25 fois la même chose? Et d'un autre côté, sur le plan, pas de la défense, excusez-moi, de l'accusation, mais sur le plan de la défense, est-ce que vous ne croyez pas qu'il était beaucoup plus facile pour Vergès de défendre cette cause en l'absence de Barbie qu'en sa présence? Vous saviez d'ailleurs que très souvent Vergès a défendu des causes en demandant à l'accusé de ne pas être présent. Écoutez, moi sur les avocats des parties civiles, oui, on était nombreux, mais c'était assez normal, puisqu'il y avait quand même une grande diversité parmi les victimes, les résistants, les juifs, les associations, les personnes physiques. Donc il n'y a rien de véritablement surprenant. Venant d'horizons très divers, et c'est vrai que, bon, vous dire que c'était une entente fraternelle tous les jours, je dirais joker. Mais sur l'essentiel, oui, madame. Sur l'essentiel, oui, notamment précisément parce que tous, autant que nous étions, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre notoriété, chacun reconnaissait qu'il y avait un référent qui était Serge. Et au bout du compte, lorsqu'il y avait une difficulté, Serge arbitrait d'une certaine façon, parce que même les bâtonniers, et même, pardon de dire, mais le bâtonnier Bigot de Grand-Rue,
qui était vraiment une autorité en tant que bâtonnier, en tant qu'homme, en tant qu'ancien assistant, etc. Mais au bout du compte, il a tranché beaucoup de problèmes entre nous, mais au bout du compte, c'était effectivement Serge qui le faisait. Maintenant, quant aux plaidoiries, là, je crois que tout le monde a parfaitement joué le jeu, aussi bien dans l'ordre des plaidoiries que des thématiques que nous nous sommes répartis. Vous pouvez tout voir grâce à l'excellent travail qui a été fait par Dominique. Vous pouvez voir toutes les plaidoiries. Il n'y a pas de redite. Il n'y a pas de redite. Vraiment ça. Maintenant, en ce qui concerne Vergès, je vais faire quelque chose qu'un avocat ne doit jamais faire. Mais comme j'ai été moi-même dissonant au moment de la disparition de mon confrère, je ne vais pas jouer la langue de bois non plus. Mais il est clair, et Serge l'a dit d'ailleurs, Serge l'a dit, qu'il y avait une vraie défense de Barbie à faire qui n'a pas été faite. Qui n'a pas été faite. Barbie n'a pas été défendue, disons-le clairement. Barbie n'a pas été défendue. Mais maintenant, c'est son problème avec ses bailleurs de fonds. Et voilà. Mais clairement, Vergès n'a pas défendu Barbie. Ça c'est une certitude. Je pense que c'était une cause qui était assez indéfendable. Non, il ne l'a pas défendu. Je m'excuse, mais je dois partir. Et une piqûre à faire. Voilà. Je veux dire un petit mot. Voilà. Un matin très tôt. Et je suis invitée à faire un petit mot à une association qui s'appelle V4N. C'est ceux qui étaient poursuivis par les nazis et les résistants. Eh bien, vous avez parlé que le procureur de Rabel a clos l'affaire à Barbie. Et c'est cette association, en 60, au juin 60, a porté plainte contre Barbie. Et donc, le document est arrivé chez vous au mémorial, en allemand. Ça, je me rapportais à la maison. Et puis voilà, ça a déclenché l'affaire. Voilà. Il y a d'autres questions? J'aurais voulu savoir, si je ne me trompe pas, il me semble que les images qui ont été tournées pendant le procès, enfin le procès en entier, n'a pas été disponible immédiatement après le procès. Il a fallu attendre un temps, donc j'aurais voulu savoir pourquoi en fait. C'est la loi de 85 qui ne permettait normalement de ne voir les images du procès qu'au bout de 20 années. Et il fallait 30 années, 30 années, ça a été réduit après 30 années. Et on ne pouvait les voir que par une dérogation spéciale délivrée par le président du tribunal de grande instance de Paris. Tout ça, je vous rassure, a complètement disparu, car depuis 1990, tous les procès qui pourraient se dérouler en France pour crimes contre l'humanité seront immédiatement visionnables dès la fin des débats. Donc ça, c'est une avancée très importante. C'est la raison pour laquelle, alors ça a été très vite contourné, puisqu'il y a eu un quart d'heure de principaux témoignages qui a été réalisé par Paul Lefebvre de France 2, Paul Lefebvre pour le CHRD et pour Isieux. C'est ce que l'on voit. C'est d'abord parce que j'avais présenté la requête. En fait, effectivement, le film, on ne pouvait pas voir les images avant 30 ans. Il se trouve qu'après le procès, j'ai eu, en tant qu'élu de la ville de Lyon, en charge la création du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, et qu'il m'apparaissait inimaginable qu'on inaugure ce centre dans les locaux où sévissait Barbie, à l'ancienne école de santé militaire, sans qu'on puisse voir les images de ce procès. Et j'ai présenté effectivement la première requête au président du tribunal de grande instance de Paris quelques années après le procès, puisque ça devait être en 90, alors qu'on devait attendre normalement, initialement 2017, cette année, pour voir les premières images, et qu'évidemment la présidente l'a tout de suite autorisé. C'est le travail que nous avions fait avec Jean-Marie Cavada, qui avait travaillé avec Paul Lefebvre pour faire les premières images ont été présentées à la Marche du siècle, qui avait été délocalisée dans les locaux de l'école de l'avenue Berthelot, où l'émission avait été diffusée en direct. Ensuite, c'est ce film-là, celui-là, qui est présenté tous les jours au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation jusqu'à aujourd'hui. Celui d'Isieux est un peu différent, puisqu'il y a eu une seconde requête qui a été déposée. Ensuite, il y en a eu plein. Il y a eu la chaîne Histoire, il y a eu... Voilà. Alors, en 2000, il y en a eu beaucoup. En 2000, la chaîne Histoire obtient l'autorisation de diffuser des extraits, 80 heures, présentés par Anne Sinclair, avec des explications et des commentaires d'Henri Rousseau et de Jean-Olivier Viou déjà, sous ma responsabilité, donc c'est une histoire... c'est presque 10 ans plus tard, ça. C'est en 2000. Puis en 2011, Arte obtient l'autorisation d'éditer 19 heures d'extraits dans un coffret que je co-dirige, que je co-réalise avec Philippe Truffaut et qui est mis en vente à titre exceptionnel
en 2011. Et aujourd'hui, en effet, en 2017, ici, pour la première fois, l'intégralité... Alors, il y a un débat sur le nombre d'heures, parce que parfois, c'est 185 heures, mais l'INA annonce 157. Donc oui, parce que si on compte 185, c'est depuis le moment où on ordonne l'ouverture des débats. Mais il y avait tout le temps que j'ai évoqué tout à l'heure où on commettait l'huissier, on attendait l'huissier, le retour. Alors, donc, débat. Bon, voilà. Disons qu'il y a 157 heures qui sont... De vrais débats judiciaires. De débats qui sont visibles dans l'exposition, dans leur intégralité. Alors évidemment avec un guide qui a été réalisé par Sophie Nagiscard et son équipe pour aller d'audience en audience, repérer le jour où un témoin, le jour d'une plaidoirie, évidemment, parce que sinon je mets au défi, enfin c'est une performance, mais de regarder en continu. Et c'est vrai que ces images sont vraiment extraordinaires parce que, à plusieurs titres, à mon avis. D'abord parce que les témoins qui sont vus par le public pendant les audiences, le témoin parle face à la cour et donc dos au public. Or, la caméra, il y a une des 4 caméras qui est derrière le président. Donc, soudain, le témoin apparaît dans l'écran directement. Et ça, c'est assez saisissant et bouleversant. Ensuite, on voit à la fois le rôle de chacun dans une cour, et c'est une œuvre très pédagogique parce qu'on comprend le déroulé d'un procès d'assises avec la totalité des audiences, ce que j'appelle le rituel judiciaire d'un procès d'assises. Ces images n'ont jamais été vues, et c'est aussi la possibilité, à mon sens, nous sommes les témoins de ces témoins qui viennent, c'est comme une sorte de... Quand on les regarde, il y a comme une sorte d'abîme, c'est-à-dire qu'on regarde les témoins parler au nom de ce qu'ils ont vécu et au nom de ceux qui ne sont pas là pour venir témoigner. Donc on est vraiment comme une sorte de chaîne de témoins en témoins. Et puis il y a les moments des plaidoiries. La plaidoirie de Serge Klarsfeld qui énumère les 44 enfants d'Isieux est un moment vraiment extrêmement bouleversant. La plaidoirie de Maître Bernard Dugaud du Grand Rue qui fait un cours sur le crime contre l'humanité est d'une clarté absolument saisissante. Bon, on ne peut pas citer les 39 plaidoiries. Et puis, il y a aussi... Celle de M. Jakubowicz. Sa modestie. Regardez Regardez celle de M. Il rend hommage aux femmes. Oui. Et ça se termine, et dans votre nudité, dans votre pudeur violée, mesdames, vous étiez belles. Elle est remarquable, cette chute. Elle est remarquable. Et celle de Roland Dumas également. Celle de Roland Dumas. Celle qui clôt, la dernière. La dernière, c'est Roland Dumas sur les enfants d'Isieux. À la page du 3 juillet, vous écrivez, vous laisserez un blanc, le linceul des enfants d'Isieux. Cette page blanche. Après, c'est vrai que les témoignages des femmes torturées par Barbie sont des moments assez insoutenables, je dois le dire, parce qu'elles racontent avec une sobriété, une simplicité, avec des mots qui sont précis et qui disent toute la souffrance. Et c'est vrai que là aussi, on a un témoignage. Le lieu est tellement solennel, la salle des pas perdus transformée en salle d'audience, témoigner à la barre, c'est un moment assez unique. Et la plupart de ces femmes parlent pour la première fois. Et non seulement elles parlent, elles témoignent, mais elles sont entendues et reconnues comme victimes. Donc je vous invite vraiment à regarder ces images. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci bien. Il y a un mot que j'aimerais vous entendre dire. On ne l'a peut-être pas assez dit ce soir. C'est le mot de... Et ça, je prends la suite de tout ce que vous venez de dire, Madame Misika. C'est le mot dignité. Parce que ce qu'on a vu, et c'est pour ça qu'il est important de parler de ces femmes témoins, de Madame Lise de Sèvres, de Madame Alice, je ne sais pas bien prononcer son nom. C'est fabuleux de les écouter parce que elles ont toutes
et des témoins hommes aussi. Mais les femmes ont joué un rôle, c'est vrai, extraordinaire, qu'il faudrait... je l'ai cherché dans l'exposition. Je l'ai vu tout à l'heure, l'exposition. Peut-être insister plus. Bien sûr, il y a le film. Hein, mais... Bon. Et elles ont joué un rôle extraordinaire, d'autant plus que les 2-3 derniers jours, avec la plaidoirie de Vergès, ont été d'une indignité, vous savez, absolue, hein, parmi le public en bas. Parce que depuis le 2e jour, nous n'étions plus là-haut aux mezzanines, mais en bas. En effet. Oui, on était en bas. Certaines parties civiles ont demandé à descendre. Il y a plusieurs femmes dans les victimes et parties civiles qui étaient au bord de l'évanouissement, tellement c'était indigne ce que nous avons entendu, et qui était une accusation des victimes. Et ça a été très peu dit dans la presse, après. Alors, permettez-moi une anecdote pour détendre. Madame von Sternberg, c'est un témoin très important parce que c'est elle qui, de sa cellule, a vu à 5 mètres de distance Barbie réunir les gens le 11 août au matin. On a eu 2 témoins, Madame de Sainte-Marie et Madame von Sternberg, puisque comme il n'y avait pas de documents, à la différence de la rue Sainte-Catherine et des Enfants d'Isieux, si on n'avait pas eu ces 2 témoins qui attestaient très directement la présence de Barbie, qui a fait le tri des voyageurs qui devaient partir à Montluc, on ne l'aurait pas eu. Madame von Sternberg a été très saisie par ce qu'a raconté Maître Vergès et qui a été indigne vis-à-vis des victimes. Mais alors, elle s'en est bien vengée. Je vais vous dire pourquoi. Le procès se termine. Il y a un pugilat. Maître Vergès veut sortir. On lui dit, moi je me souviens lui avoir dit, Maître Vergès, ne sortez pas, il y a une ébullition énorme devant le palais. Et il sort. Et vous vous souvenez sa phrase. Ce soir, c'est la victoire de l'État d'Israël. Vous vous imaginez, devant, il y avait des jeunes, etc. Remous énorme. On est obligé de faire intervenir la police pour faire un cercle autour de Maître Vergès que l'on fait revenir en arrière dans la salle des pas perdus. Et à ce moment-là, pour que les choses se calment, parce que notre souci, c'était de faire quitter Barbie le palais de justice. Le palais de justice était entouré, donc il fallait exfiltrer Barbie du palais de justice. On ressort Maître Vergès et on le met dans la conciergerie du palais de justice qui était à moitié éclairée. Et Maître Vergès se retrouve là où était en attente d'être prise en charge, car elle avait du mal à se mouvoir, Madame von Sternberg. Donc soudainement, on jette Maître Vergès dans cette loge de concierge à moitié éclairée. Et là, je peux vous assurer, j'en étais le témoin, qu'il a entendu quelques vérités pendant quelques minutes de la part de Madame von Sternberg sur la façon dont il avait traité les victimes. Là, je peux vous dire qu'elle lui a dit ces 4 vérités. Et surtout, c'était une femme à poigne. Hein. C'était une femme à poigne. Et Maître Vergès n'emmenait pas large, parce que quand il a vu que la foule, et on l'a sorti par l'arrière du palais de justice, dans une voiture banalisée de la police, d'une manière tout à fait anonyme. Et la fin du procès, la fin de cette soirée, je crois qu'il est temps de vous libérer. Voilà.